Parfois une histoire, ça tient quand même à peu de choses. Par exemple, en 1981, alors qu'il était à Rome pour son dernier film, James Cameron a une forte fièvre qui le fait délirer, lui montrant une créature cauchemardesque qui deviendra le personnage central de son prochain film, Terminator. Eh bien, cette histoire, elle n'est pas si éloignée de celle qui va nous intéresser aujourd'hui. Le 13 novembre 1850, à Édimbourg, naît Robert Louis Stevenson, fils d'un ingénieur spécialisé dans les phares. Les phares pour les bateaux, pas pour les voitures. La jeunesse de Robert va être impactée par deux événements. La première, c'est sa santé précaire, sans doute due à la proximité de la Water of Leith, le cours d'eau qui passe non loin de là. La famille déménage alors pour une nouvelle maison, mais qui est encore plus humide que la précédente. Donc non, la santé du gamin, elle s'améliore pas. Il va enchaîner rhume, grippe, bronchite et pneumonie, et ce pendant 9 ans. Ouais, 9 ans. Avant qu'un médecin ne commence à faire le lien entre sa santé et le fait qu'entre ces quatre murs, ça caille sa daronne. Et donc pendant ces 9 ans, il a bien fallu s'occuper du rejeton, sauf que d'un côté, son papa il est occupé avec ses frangins à illuminer l'entièreté des côtes. Bah oui, on est sur une île, et je mets des tourelles sur les côtes, alors tant que j'aurai pas fait le tour, il m'en faudra encore. Et de l'autre côté, sa maman Margaret a aussi des problèmes pulmonaires et des troubles mentaux. Je dois mettre lequel? Il est donc décidé d'engager une nourrice pour s'occuper du bambin malade. Alors les trois premières, elles démissionnent, mais la plus importante, ce sera la quatrième, Alison Cunningham. Pourquoi il y a un bruit d'éclair? Parce que je pense que c'est de bon ton, vu le personnage. Le personnage n'a rien de méchant, au contraire. Avec des parents qui sont soit absents, soit malades, c'est Alison qui va rester le plus souvent au chevet du jeune Louis, qui ne sort pratiquement pas de chez lui. Et dans les années 1800, c'était pas spécialement facile d'occuper un gamin qui était coincé au plumard. Pour ainsi dire, il n'y avait qu'une seule et unique distraction possible. Lui raconter des histoires. Et il faut voir la gueule des histoires. Elle a enchaîné la Bible, la biographie de McShane, pasteur qui est parti voir la condition des Juifs au Proche-Orient, et par condition des Juifs, comprenez les convertir au christianisme pour que cette dernière s'améliore, l'histoire du Killing Time, une guerre d'église où on condamnait à mort ou torturait ceux qui prêchaient dans des églises non homologuées. Ouais, c'était vachement bien de devenir chrétien à l'époque. Et pour compléter le tableau, quelques contes populaires à base de fantômes et de revenants. Ce qui va en résulter, c'est que le petit Louis, entre ses fièvres et ses histoires, il va en faire des cauchemars. Petit bond dans le temps d'une trentaine d'années. Louis est devenu grand. Alors, il y a plein d'autres choses intéressantes dans sa vie, mais qui vont pas vraiment influencer le bouquin dont on va parler aujourd'hui, donc on va garder ça pour un autre grand livre de Stevenson. Nous sommes en 1885 et Stevenson habite aujourd'hui Bournemouth, voisin d'un révérend avec qui il se lie d'amitié, Walter Jekyll. Clin d'œil, clin d'œil. À cette époque, ça fait déjà plusieurs jours que Louis cherche à écrire sa prochaine histoire sans succès. D'un autre côté, ses cauchemars ne se sont pas arrêtés. Ses maladies non plus d'ailleurs. Et alors qu'il était en train de se remettre de l'une d'entre elles, sa femme, Fanny Van de Grift, est réveillée par les cris de son mari endormi. Elle le réveilla pour se faire engueuler, l'homme faisant un merveilleux rêve. Alors pas vraiment un merveilleux rêve, mais il était en train de vivre la première transformation de son héros, et il aurait bien voulu savoir la suite. Au final, ce seront 3 scènes qui vont lui apparaître dans ce rêve, et il va pouvoir écrire son histoire en quelques semaines seulement. Et cette histoire, c'est précisément celle que je ne vais pas vous raconter. Oui, parce que la Fanny, elle a lu le manuscrit, l'a trouvé à chier, et l'a brûlé, l'obligeant à le réécrire, et en mieux. Et vu qu'ils sont tous les deux morts, on peut dire que ce premier jet, ils l'ont emporté dans leur tombe. Une autre version de l'histoire prétend qu'après avoir lu l'histoire à sa femme, c'est Louis qui l'a jeté au feu suite à ses critiques, avant de reconnaître qu'elle avait raison. Alors, l'histoire, elle ne vient pas juste d'un cauchemar. Le sujet d'une double personnalité, ça taraude notre Louis depuis quelques années. Dès son adolescence, il avait déjà écrit 2 pièces autour de William Brody, un ébéniste et conseiller municipal le jour, mais cambrioleur la nuit. Ce qui nous ramène à ce fameux révérend qui avait ce défaut à l'époque d'être homosexuel. Alors attention, je suis pas en train de dire que les homosexuels sont tous des dangereux psychopathes la nuit, mais disons qu'à cette époque, c'était pas le genre de truc que tu criais sur tous les toits. S'il a repris le patronyme, c'est peut-être pas un hasard. Et sur ce, Dr Jekyll et Mr Hyde.
Notre histoire ne commence ni par le docteur, ni par le monsieur, mais par un juriste, monsieur Utterson, un homme qui pouvait à la fois être aussi sympathique qu'une porte de prison, mais aussi chaleureux envers ses amis, surtout quand le vin coulait à flot. À ses côtés, on peut retrouver un de ses amis de longue date et parents éloignés, Richard Enfield, les deux se retrouvant pour des promenades dominicales qui consistaient visiblement à entendre les mouches voler. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'ils marchaient sans piper mot, et ce dimanche, leur promenade les amène dans une petite ruelle marchande où se trouve une étrange bâtisse. Pour ne pas dire une bâtisse délabrée dont la cour était squattée par des enfants ou des vagabonds suivant l'heure de la journée. Mais malgré tout, cette maison austère avait une histoire. Il y a quelque temps, à 3 h du matin, Enfield rentrait chez lui à travers les ruelles désertes. Soudain, il voit un homme remonter la rue d'un pas pressé et une fillette dans la rue transversale qui va à fière allure également. Si bien qu'arrivés au coin, les deux se télescopèrent. Habituellement, c'est le début d'une grande histoire d'amour dans les films. Sauf que là, la gamine a 8 ans. Donc non. Et une fois la gamine à terre, l'homme continua son chemin sans s'en soucier, avant d'être amené par le col sur le lieu de son méfait, où se trouvaient à présent les parents de la fille, et un docteur qui y habitait à côté. Le docteur et Richard menacèrent alors l'homme impassible pour l'extorquer de 100 livres en échange de sa réputation. Ce qu'il accepta avant d'aller chercher l'argent, je vous le donne dans le mille, dans la fameuse maison, dont il ressortit avec un chèque, signé par une personne fort connue de Londres, mais qui n'est pas nommée à ce moment. Suspense. Et sentant l'entourloupe, l'homme propose de passer la nuit avec eux jusqu'à l'ouverture de la banque afin de prouver que le chèque est bien un vrai. Et tout naturellement, Richard propose alors de l'amener chez lui. Instinct de survie, 0. Et tant qu'il y est, il y va avec le père de la fille et le docteur, qui visiblement n'ont rien de mieux à faire. Et le lendemain, en allant à la banque, il s'avère que... le chèque est vrai, donc la famille a pu récupérer l'argent et tout le monde est reparti chez lui. Oh, voilà une anecdote des plus amusantes, mais quel est le rapport avec le reste de l'histoire? Eh bien, tout est dans le nom de cet homme, dénommé Monsieur Edward Hyde. Le soir venu après son repas, Utterson s'enferma dans son cabinet pour sortir un dossier, le testament d'un autre homme, un certain Henry Jekyll. C'est lui qui a signé le chèque. Comme quoi, notre monde est tout petit. Ce testament nous apprend deux choses. La première, c'est que s'il arrivait malheur au docteur, c'est ce fameux Hyde qui serait son seul et unique héritier. Et que, si par le plus grand des hasards, Henry venait à ne plus donner signe de vie, durant 3 mois, Monsieur Hyde deviendrait le docteur Jekyll, récupérant ses biens, ses domestiques, et visiblement même son nom. Avec des nouvelles questions en tête sur l'identité de ce fameux Monsieur Hyde, Utterson se rend chez un de ses amis, le docteur Lanyon, qui se trouve être également un ami du docteur Jekyll. Notre monde est tout petit. Sauf que depuis quelque temps, ils ne se parlent plus à cause d'un différend scientifique qui, selon ses propres dires, aurait même brouillé Damon et Pythias. Damon et Pythias, ce sont deux pythagoriciens du 4e siècle avant notre ère. Alors, on va la faire courte, mais Pythias, condamné à mort, put rentrer chez lui pour régler ses affaires. Damon, son ami cher, se porte garant de son retour et, devant son non-retour, est tué à sa place. Sauf que Pythias revient juste à temps et les deux hommes n'arrivent pas à se mettre d'accord sur lequel devrait mourir. Et devant ce spectacle d'amitié, le tyran qui les avait condamnés décida de les gracier tous les deux. Ce qui a été repris dans le baron de Munchausen. Je n'ai pas là dans 3 minutes et demie, le sultan va me faire trancher la tête. Et alors? Et aussi dans le film d'animation Simbad le marin. J'en appelle au droit de substitution. Prenez-moi à sa place. Le souci, c'est que le docteur ne parlant plus vraiment à son collègue, ça ne satisfait pas la curiosité de Monsieur Utterson, qui décide alors de se lancer dans une partie de cache-cache. Ce qui est bien plus drôle en VO. Ouais, durant sa traque, il se prend pour Monsieur Seek, en référence au jeu Hide and Seek. Cache-cache. Et au bout de quelques nuits, il a pu enfin voir ce fameux Monsieur Hyde et se lança à sa rencontre. C'était un homme petit, vêtu simplement, et qui n'accepta de lui montrer son visage qu'au bout de plusieurs minutes, avant de s'engouffrer dans sa fameuse maison, laissant au notaire cette désagréable impression d'être dans une histoire du Dr Fell. Le Dr Fell est un personnage apparaissant dans le roman Le Gouffre aux sorcières de John Dixon Carr, un détective amateur qui est inspiré d'un autre écrivain, Gilbert Case Chesterton. Sauf que le personnage n'est créé qu'en 1933, et à la sortie de Jekyll et Hyde, Chesterton, il n'a que 12 ans. Donc soit c'est une incroyable coïncidence, soit Stevenson est un voyageur temporel, soit ça fait référence à un autre Dr Fell qui finalement n'a pas tant que ça marqué l'histoire. Utterson fit alors le tour du quartier pour se retrouver face à l'autre façade de la maison, qui n'est autre que celle du Dr Jekyll,
afin de s'assurer qu'il était bien parti comme lui avait annoncé Hyde, et se donnant comme mission de tirer son ami des griffes de cet immonde personnage. 15 jours plus tard, Jekyll organisa un repas où Utterson fut invité, et il resta après le départ des derniers convives. Il se retrouve donc seul avec le docteur, un homme robuste et bien bâti. Ouais, dans la majeure partie des adaptations qui grossissent le trait, on montre toujours Hyde comme un gros monstre et Jekyll comme un frêle docteur. Alors qu'en vrai, c'est tout l'inverse. Malheureusement, le docteur coupa court à la discussion au sujet de son nouveau protégé, laissant encore une fois notre notaire et apprenti détective sur sa faim. Un an plus tard, mais que le temps passe vite, une bonne est témoin d'une scène dont elle se serait bien passée. Alors qu'elle somnolait à sa fenêtre, elle vit deux hommes se croiser. L'un âgé, relativement séduisant, et un plus petit qu'elle reconnut comme étant Monsieur Hyde. Comment est-ce qu'elle a reconnu Monsieur Hyde? Parce qu'il est venu rendre visite à son maître une fois. Notre monde est tout petit. Le vieux monsieur demanda visiblement son chemin, ce qui fit rentrer Hyde dans une colère noire qui frappa à mort son interlocuteur avant de prendre la fuite. À l'arrivée de la police, on ne trouva aucun papier sur la victime, si ce n'est une lettre destinée à un notaire, Utterson. Notre monde est tout petit. Ce même monsieur Utterson qui put identifier la victime, Sir Denver Scarrow, membre du Parlement, et dans la foulée, l'arme du crime, une canne qui ressemble en tout point à celle qu'il avait offert au Dr Jekyll. C'est alors avec l'inspecteur du Common qu'il se rendit à l'appartement de Hyde, qui, comme par hasard, était absent. Sur place, il y retrouvera le chéquier de la victime brûlé et les restes de la canne brisée. L'inspecteur décida alors de faire des avis de recherche. Une fort bonne idée, mais qui a un énorme problème. Le monsieur Hyde, personne n'arrive à réellement le décrire. Ouais, depuis le début, plein de gens arrivent à le reconnaître, mais tous en font une description différente. Utterson prit alors la direction de la maison du Dr Jekyll et le trouva dans son laboratoire, malade. Sans détour, le notaire interrogea le docteur sur le meurtre et sur l'assassin, ce dernier lui répondant qu'on n'entendrait plus jamais parler de Hyde. Et comme preuve, il a une étrange lettre signée de Monsieur Hyde qui annonce son départ. Plus étrange encore, la lettre aurait été remise en main propre, sauf que le majordome est catégorique, il n'a vu personne d'autre apporter du courrier, à part le facteur. Par la même occasion, il apprend que c'est bien Monsieur Hyde qui a obligé Jekyll à écrire son testament, le fameux qu'il en faisait bénéficiaire s'il arrivait quelque chose au docteur. Et en rentrant chez lui, Utterson retrouve son clerc et invité, Monsieur Guest. Ouais, Stevenson, les noms parfois il va pas les chercher loin. Et il se trouve que Guest est un expert en graphologie. Il lui donne donc la lettre pour qu'il l'examine, et c'est à ce moment précis qu'il reçoit une invitation à dîner du Dr Jekyll. Oh ben ça tombe bien alors. Dr Jekyll qui l'a quitté il n'y a pas une demi-heure. Pourquoi est-ce qu'il l'a pas invité à ce moment-là? Parce qu'on n'aurait pas pu faire avancer l'intrigue. Monsieur Guest analysant le document pour se rendre compte que les deux écritures étaient identiques, juste un peu plus inclinées. Il n'en fallut pas plus pour que le notaire enferme la lettre dans son coffre, pensant que son ami avait fait un faux pour protéger un criminel. 2 mois plus tard, Monsieur Hyde a réellement disparu, mais surtout, le Dr Jekyll semble revenu à la normale, sociabilisant de nouveau avec ses amis. Ce qui n'est pas le cas du Dr Lanyon qui a de plus en plus une mine cadavérique. Et ce n'est pas pour rien puisque son heure approche et qu'il ne veut plus entendre parler du Dr Jekyll, lequel ne veut plus voir personne et préfère vivre reclus. Oui, le regain de santé n'aura pas fait long feu, et au bout de 15 jours, Lanyon rencontra son funeste destin, laissant à Utterson une lettre qui devait tout expliquer. Et alors, c'est quoi l'explication? Alors, dans cette lettre, il y a une autre lettre à n'ouvrir que si Jekyll venait à mourir ou disparaître. Ce qui fait qu'il aurait pu directement lui donner cette lettre, mais ça aurait gâché le suspense. Quoi qu'il en soit, Utterson commença à couper les ponts avec Jekyll, jusqu'à une autre promenade du dimanche où, se retrouvant dans la ruelle avec son cousin, Utterson s'approcha de la fameuse maison. À l'étage, l'une des fenêtres était ouverte, d'où l'on pouvait apercevoir le docteur. Oh ben ça tombe bien alors. Il y eut un bref échange qui fut coupé court au moment où le visage du docteur se tordit, retournant à son laboratoire, et laissant nos deux gentlemen pantois. Quelques jours plus tard, Utterson reçut la visite du majordome de son ami qui s'inquiétait pour son maître, lui demandant de le suivre jusqu'au cabinet du docteur. Mais sans trop lui en dire parce qu'il faut bien garder un peu de suspense. Une fois sur place, Utterson fut conduit à la porte du cabinet, où le docteur lui indiqua qu'il ne pouvait pas le recevoir. Ce qui soulagea le majordome parce qu'il n'avait pas envie que le notaire rentre dans la pièce. La question est donc, pourquoi l'avoir ramené? Parce que ce qui l'intéressait, c'était la voix qui lui semble bien différente. Un petit peu comme si ce n'était pas le docteur qui se trouvait dans la pièce, mais autre chose. Qui, depuis une semaine, lui demande d'aller chercher des produits, qu'il renvoie dès qu'il les reçoit.
Et en lisant la commande, Utterson reconnaît l'écriture de son ami, en déduisant qu'il est là face à une maladie et qu'il cherche un remède. Sauf que Poole, le majordome, est catégorique pour avoir vu l'homme derrière la porte pendant 1 minute. Au passage, 1 minute, c'est long, parce que le majordome en parle comme si c'était un moment fugace, mais c'est bien assez pour pouvoir observer quelqu'un. On va faire une expérience, on va attendre 1 minute. C'est chiant, pas vrai? Eh ben, ça fait pas 1 minute. Et suite à ces révélations, Utterson se donne comme mission d'enfoncer la porte, ce qui ravit le majordome, alors qu'il y a 2 minutes, il voulait pas qu'il rentre. Non mais, il sait ce qu'il veut à un moment donné? Le majordome se munit alors d'une hache et le notaire d'un tisonnier et, après une sommation à laquelle la voix très clairement identifiable de Monsieur Hyde répondit, décidèrent de passer à l'action. Quelques coups de hache et un cri inhumain sortant de la pièce plus tard, Utterson et Poole découvrirent au centre de cette dernière le corps d'un homme sans vie, une fiole à la main. Monsieur Hyde venait de se donner la mort. En fouillant la pièce pour retrouver le corps du docteur, le notaire tombe sur une série de lettres. La première étant un testament qui donnait comme bénéficiaire Monsieur Utterson lui-même, et la seconde était écrite de la main de Jekyll et datée du jour même, lui demandant de lire dans l'ordre la lettre que Lanyon lui avait remis quelque temps plus tôt, puis le colis qui accompagnait ces 2 lettres. Et c'est du bol qu'il n'aille pas commencé par lui. Dans la lettre de Lanyon se trouve une lettre de Jekyll. C'est compliqué, mais c'est compliqué! Dans laquelle il donne des instructions pour que le docteur aille chez son collègue récupérer un tiroir qu'il devra remettre à un messager durant la nuit. Dans ce tiroir, on y trouve du sel, du phosphore, de l'éther, ainsi qu'un cahier avec des dates et quelques annotations. Minuit arrivant, le messager se pointa comme convenu, un homme de petite taille, Edward Hyde. Il récupéra le contenu du tiroir et mélangea les ingrédients dans un verre avant de l'ingurgiter devant le docteur, se transformant petit à petit en un autre homme, Henry Jekyll. Et oui, le Dr Jekyll et Mr Hyde sont une seule et même personne, mais ça vous le saviez déjà vu que c'est à peu près la seule chose que les adaptations reprennent sur le personnage. Tout le reste, ça passe bien souvent à la trappe. J'ai pas vérifié toutes les versions parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais la majeure partie du temps, à part le docteur et le monsieur, on retrouve pas vraiment les autres personnages. Des versions du début du siècle passé mettent pas mal en avant Lanyon, voire le majordome Poole, mais Utterson, qui est quand même le protagoniste, je ne l'ai trouvé qu'une seule fois, dans Dr Jekyll et les femmes. Par contre, à chaque fois, l'histoire, elle respecte pas le bouquin. Peut-être parce que l'histoire est pas excitante pour en faire un film. Et je veux pas dire par là qu'elle est mauvaise, c'est juste qu'elle est plus psychologique que démonstrative. Alors, quand on passe de la plume à la pellicule, on préfère bien souvent en faire un tueur en série. C'est pas forcément mauvais, c'est juste pas le personnage. Parce que oui, en vrai, le bouquin, il s'arrête pas là. Il reste la dernière lettre laissée par Jekyll, et qui explique pourquoi le docteur était ainsi. Dès son plus jeune âge, Henry avait conscience que l'humain n'était pas unique, mais composé de 2 personnalités, la bonne et la mauvaise. Au moins 2, il n'est pas sûr qu'il n'y en avait pas plus. Et donc une question germa dans son esprit, comment se séparer de cette part d'ombre, et c'est ainsi qu'il a commencé ses expériences. Un soir, il finit par récupérer le dernier ingrédient, à savoir le sel, qui est sans doute l'ingrédient le plus difficile à se procurer au monde. Du phosphore, aucun souci, par contre une pincée de sel, pénurie dans tout le quartier. Après avoir ingurgité sa potion, Jekyll se sentit transformé, plus jeune, plus léger, mais surtout plus petit. Et la question c'est pourquoi? Pourquoi dans toutes les adaptations plus ou moins libres, le monsieur est toujours plus grand que le docteur, mais dans le roman, Stevenson en a fait un être plus maigrichon? Alors, la réponse n'est pas 100% sûre, le docteur n'a là qu'une hypothèse. Après, d'un point de vue extra-diégétique, c'est Stevenson qui écrit, donc vu que c'est la seule explication qu'il donne, il y a de fortes chances que ce soit la bonne. En vrai, tout viendrait de la proportion de mal, pas le mal qu'il y a en nous, mais le mal qu'on a fait dans sa vie. Voyez le bien et le mal comme égaux à la naissance, mais chaque bonne action va épuiser le bon côté, le rendant paradoxalement plus fort. Plus fort pour résister à cet épuisement. De l'autre côté, le mal n'est pas affecté par ses bonnes actions, le laissant frêle et chétif. Si Monsieur Hyde est plus petit, c'est parce que le Dr Jekyll a eu une vie plus pieuse que mauvaise. Et pourquoi dans les adaptations il est plus gros alors? Parce que c'est plus facile d'avoir une montagne de muscles pour faire visuellement peur. Notez aussi que si Hyde est repoussant au premier abord, c'est parce qu'il est le mal pur. Mais est-ce que c'est le mal qui devait forcément ressortir?
Eh ben pas forcément. Encore une fois, on ne sait pas exactement pourquoi ce fut le cas avec Jekyll, soit parce qu'il était plus vertueux, ou parce qu'au moment de prendre sa mixture, sa part sombre avait pris le dessus. Ce qui veut dire que le personnage le plus proche de Jekyll et Hyde chez Marvel, c'est pas Hulk, c'est Captain America. Du moins sa version MCU. Dans les deux cas, on a un personnage qui a changé d'apparence après avoir pris un sérum, et les effets de ce sérum varient selon celui qui le prend. Rogers, ça devient Boy Scout, et Schmid, ça devient Crâne Rouge. Le sérum est un amplificateur de ce que le sujet a en lui. Le bien devient meilleur, mais le mal devient pire. Fort heureusement, reprendre la potion fit revenir le docteur à son état normal, mais alors qu'il était redevenu lui-même, pourquoi a-t-il continué à se changer encore et encore durant plusieurs mois? Mais pour la liberté, bordel, le simple fait de pouvoir faire des conneries sans en subir les conséquences. Parce que oui, à la base, Hyde, il est juste là pour faire des pranks. C'est après que ça a mal tourné. Parce qu'un jour, entre l'incident de la jeune fille et le meurtre de Carou, le Dr Jekyll alla dormir et se réveilla en Mr Hyde, qui, même s'il restait plus petit, commençait à gagner en force, dû au fait qu'il était plus souvent dehors. Le docteur décidant de ne plus prendre sa drogue pendant plusieurs mois, avant de succomber une nouvelle fois à l'appel de Hyde. Et bien mal lui en prit, car Monsieur Hyde ayant été réprimé pendant tous ces mois, il avait un besoin d'extérioriser sa colère, ce qu'il fit en croisant sa seule et unique victime. Oui, le meurtre de Carou, il n'était pas prémédité, c'était pas en réaction à ce qu'il lui a dit, c'était juste l'équivalent du gamin qui, avec une loupe, brûle des fourmis pour s'amuser. Suite à ça, il reprit sa drogue et s'enferma dans son laboratoire sous Jekyll, afin que Mr Hyde ne puisse plus commettre de méfaits. Sauf qu'un jour, encore une fois, il se transforma de façon tout à fait naturelle, et son remède se trouvant dans son cabinet, il dut faire sans doute le plan le plus alambiqué qui soit. Parce que c'est à ce moment qu'il va écrire la fameuse lettre à Lanyon pour que ce dernier vienne rechercher le tiroir. Pourquoi est-ce qu'il y va pas lui-même? Parce qu'il a peur que ses domestiques le reconnaissent pendant qu'il traverse la maison. Donc on récapitule. Plutôt que d'attendre la nuit que ses domestiques dorment, ce qui doit arriver bien souvent, il préfère quitter le laboratoire, traverser toute la ville jusqu'à un hôtel où il va écrire la lettre, passer la journée dans l'hôtel, y compris pour manger avec tout le personnel qui le voit, puis retraverser la ville jusqu'à la maison de l'autre docteur. Chance de se faire repérer... It's over 9000! Parce qu'on rappelle qu'à ce moment-là, la ville le recherche pour meurtre. Ouais, parce que même en Hyde, cette fois-ci, il a la personnalité de Jekyll. Redevenu Jekyll, il put rentrer chez lui, mais seulement quelques heures avant que Hyde ne refasse surface, ce qui l'obligea à prendre cette fois-ci une double dose, mais sans réel succès, car le monsieur revenait toujours de plus en plus régulièrement, et au final, il ne fallait que quelques minutes pour que Jekyll passe de l'une à l'autre de ses personnalités. Tant et si bien que ses ingrédients pour faire le sérum vinrent à manquer, et principalement l'un d'entre eux, le fameux sel. Sauf qu'en envoyant son majordome en chercher, il se rendit compte que c'était une impureté dans ce dernier qui avait permis le processus. Et sentant qu'il allait bientôt définitivement disparaître, le Dr Jekyll conclut sa lettre avant de se donner la mort. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. C'était le Killsqueaker pour vous servir.